Désespéré, un millionnaire ruiné est sorti de sa propre entreprise sans but. Après avoir été trahi et expulsé, sous le choc, il trébucha sur son propre pas et heurta brusquement un garçon des rues qui ne détourna pas le regard. « Oncle, je sais comment sauver votre entreprise. » Il s'est figé, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci et laissez un like sur la vidéo pour continuer à regarder. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant les façades historiques d'une lueur dorée. Depuis son bureau, au dernier étage de la tour Beaumont, Henri contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds. Les eaux du Rhône scintillaient au loin, témoins silencieux de l'empire qu'il avait bâti. « Monsieur Beaumont, ils vous attendent dans la salle de conférence », annonça sa secrétaire, d'une voix qui trahissait une certaine nervosité. Henri ajusta sa cravate, un rituel qui lui donnait toujours un sentiment de contrôle. À 54 ans, il incarnait la réussite à la française, élégant, cultivé et à la tête de Beaumont Enterprise, l'une des plus grandes sociétés de développement technologique du pays. « Merci, Sylvie », répondit-il avec un sourire confiant qu'il était loin de ressentir. Quelque chose n'allait pas. Cette réunion extraordinaire du conseil d'administration avait été convoquée sans son approbation. Un affront subtil mais significatif. En entrant dans la salle, le silence qui s'abattit confirma ses soupçons. Autour de la longue table en acajou, 12 visages l'observaient avec diverses expressions allant de la gêne à la froide détermination. Au bout de la table, à la place qu'Henri occupait habituellement, se tenait Marcel Vasseur. Marcel, son protégé. L'homme qu'il avait recruté comme simple assistant il y a 15 ans et formé personnellement. L'homme qu'il considérait presque comme un fils. « Henri », commença Marcel avec une fausse cordialité. « Merci de te joindre à nous. » Henri resta debout. « C'est Monsieur Beaumont pour toi, Marcel, et je crois que tu occupes ma place. » Un sourire calculé apparut sur le visage de Marcel. « Plus maintenant, Henri. Le conseil vient de voter. À l'unanimité. » Henri regarda autour de lui, cherchant un allié parmi ces visages qu'il connaissait depuis des années. Mais les regards fuyants lui confirmèrent la terrible vérité. Il était seul. « Sur quel fondement ?» demanda-t-il, sa voix dangereusement calme. Renée Moreau, directrice financière, poussa un dossier vers lui. Mauvaise gestion, transactions douteuses, insolvabilité imminente. Les preuves sont accablantes. Henri feuilleta rapidement le document, son incrédulité se transformant en rage. Ces chiffres sont falsifiés. C'est ridicule. Le commissaire aux comptes ne semble pas le penser. Intervint Édouard Villard, un investisseur récent dont l'influence s'était rapidement étendue. Ni la presse économique, d'ailleurs. L'article sortira demain. La trahison était complète, minutieusement orchestrée. Henri comprit qu'ils avaient travaillé pendant des mois pour préparer ce moment. « Vous n'avez pas le droit », protesta-t-il, mais sa voix manquait de conviction. Marcel se leva, boutonnant son costume impeccable. « Les statuts de l'entreprise sont très clairs, Henri. En cas de faute grave, le fondateur peut être destitué par vote unanime du conseil. Tu as 24 heures pour vider ton bureau. » Sous le choc, Henri quitta la salle sans un mot de plus. Dans l'ascenseur, seul, il s'appuya contre la paroi froide. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Il avait construit cette entreprise de ses propres mains, sacrifié son mariage, sa santé, tout. Et en une seule réunion, tout lui avait été arraché. L'ascenseur s'ouvrit sur le hall majestueux qui portait encore son nom. Les employés le regardaient passer, certains avec confusion, d'autres déjà informés, leurs expressions mêlant pitié et malaise. Dehors, la pluie avait commencé à tomber sur Lyon. Henri marcha sans but, indifférent à l'eau qui trempait son costume à 6 000 €. Son téléphone vibrait constamment. Journaliste, associé, curieux. Il l'éteignit. Ses pas le menèrent machinalement vers les quais du Rhône. Il s'arrêta, contemplant les eaux tumultueuses. Un homme approchait la cinquantaine, au sommet de sa carrière, respecté et craint, réduit en quelques minutes
à un paria sans avenir. « Attention, monsieur !» cria une voix alors qu'Henri, étourdi, trébuchait au bord du quai. Une main agile l'attrapa par la manche, le ramenant à l'équilibre. Henri se retourna pour faire face à un garçon d'environ 14 ans, maigre et vif, aux yeux trop vieux pour son âge. « Tu devrais regarder où tu marches », dit le garçon en le toisant, avec un mélange de méfiance et de curiosité. « À moins que tu cherchais à prendre un bain ?» Henri le regarda, momentanément désorienté. « Non, merci. » Le garçon haussa les épaules. « Pas de quoi. T'as l'air d'un type qui vient de tout perdre. » Une phrase simple qui frappa Henri en plein cœur. « Comment t'appelles-tu ?»« Claude. Et toi, t'es qui ?»« Henri Beaumont. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Le Henri Beaumont ? De la Grande Tour ?» Henri acquiesça, surpris d'être reconnu par ce gamin des rues. Un sourire étrange apparut sur le visage de Claude. « Alors c'est ton jour de chance, monsieur Beaumont, parce que je sais exactement comment tu peux récupérer ta compagnie. » Henri fixa le garçon, partagé entre l'incrédulité et un infime espoir. « Tu plaisantes ? Jamais quand il s'agit d'affaires, » répondit Claude, avec un sérieux déconcertant pour son âge. « Je dors souvent près de votre tour. Les gens comme moi, personne ne les remarque. On devient invisible. » La pluie s'intensifiait. Henri hésita un instant, puis fit un geste vers un café à proximité. « Viens, parlons au sec. » Dans le café, Henri commanda 2 chocolats chauds. Claude dévorait déjà les pâtisseries que l'homme d'affaires avait ajoutées sans demander. « Alors ?» pressa Henri, la patience n'ayant jamais été sa vertu. Claude s'essuya la bouche. « Votre assistant, le grand type avec la cicatrice sur la main droite. Marcel Vasseur. Lui-même. Je l'ai vu plusieurs fois ces derniers mois, tard le soir, avec une femme élégante. Il se retrouvait dans une voiture, échangeait des documents, parlait de chiffres. Une fois, j'étais assez proche pour entendre. Il mentionnait une société appelée « Shalom Capital ?» interrompit Henri, se rappelant soudain ce nom dans certains rapports financiers qu'il avait à peine parcourus. Claude hocha la tête. Exactement. Et il parlait aussi d'un certain Villard. Henri sentit son pouls s'accélérer. Les pièces commençaient à s'assembler. Continue. Il disait que tout serait prêt pour le transfert en juin, que les documents étaient parfaits et que personne ne pourrait remonter jusqu'à eux. Henri sortit son téléphone et l'alluma malgré les dizaines de notifications. Il chercha dans ses emails et trouva ce qu'il cherchait. Un message de Léonie Dubois, datant de 3 mois. Léonie, brillante analyste financière qu'il avait licenciée après une dispute concernant certaines irrégularités qu'elle prétendait avoir découvertes dans les comptes. Il l'avait accusée d'incompétence, persuadé par Marcel que ces allégations étaient sans fondement. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider », murmura Henri, plus pour lui-même que pour Claude. Le garçon le regardait avec une étrange intensité. « Vous me croyez alors ? Disons que je n'ai pas grand-chose à perdre. Mais pourquoi m'aides-tu » Claude haussa les épaules. « Ma mère travaillait pour votre entreprise, au service de nettoyage. Vous ne vous souvenez probablement pas d'elle, Madame Roussel. Elle disait toujours que vous étiez un patron dur, mais juste. Quand elle est partie, j'ai dû me débrouiller seul. » Henri baissa les yeux, une vague de honte le submergeant. Combien de personnes comme Claude et sa mère avait-il croisé sans vraiment les voir ? « Je suis désolé pour ta mère, » dit-il doucement. « Elle aurait voulu que je vous aide, » répondit simplement Claude. Henri prit une décision. « Très bien. Mais ce sera dangereux. Ces personnes sont puissantes et sans scrupules. Ma vie est déjà dangereuse, monsieur. Au moins, là, ce serait pour quelque chose qui en vaut la peine. » Henri rédigea un message à Léonie, bref et humble. « J'ai besoin de ton aide. Tu avais raison. Peux-tu me rencontrer ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Café de l'Horloge, 20 heures. Viens seul. Nous avons rendez-vous ce soir, » annonça Henri. « D'ici là, j'ai besoin d'un endroit discret pour réfléchir. Je ne peux pas rentrer chez moi, ils surveilleront probablement. »
Claude eut un sourire malicieux. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Le refuge de Claude s'avéra être un vieil entrepôt abandonné près des docks, transformé partiellement en abri de fortune. Malgré l'apparence délabrée de l'extérieur, l'intérieur était étonnamment bien organisé. « Tu vis ici ?» demanda Henri, surpris par l'ingéniosité du garçon. « Parfois, je change souvent d'endroit. C'est plus sûr. » Henri s'assit sur une caisse, tentant d'ignorer son costume ruiné et sa situation catastrophique. Il sortit un carnet et commença à noter tout ce qu'il savait sur Marcel, René et Édouard Villard. Le soir venu, ils se dirigèrent vers le Café de l'Horloge, un établissement discret du vieux Lyon. Henri avait emprunté des vêtements à Claude, un sweat à capuche et un jean usé, pour passer inaperçu. Léonie Dubois attendait déjà, son expression passant de la surprise à l'amusement, en voyant le grand Henri Beaumont ainsi accoutré. « Le déclassement te va bien, Henri, » dit-elle, son ton sarcastique masquant mal une certaine satisfaction. « Léonie, » répondit-il sobrement, « je te présente Claude. » Elle évalua le garçon d'un regard expert avant de revenir à Henri. « Alors, tu as finalement découvert ce que je tentais de te dire depuis des mois ? » « Oui, » admit-il. « Et j'ai besoin de ton expertise pour comprendre exactement ce qu'ils ont fait. » Léonie but une gorgée de son vin. « Tu réalises que tu m'as humilié publiquement ? Que j'ai été blacklisté dans tout le secteur financier à cause de toi ?» Henri soutint son regard. « Je sais. Et je n'ai aucune excuse. J'étais arrogant et stupide. » Un long silence s'installa. Claude observait l'échange avec fascination. « D'accord, » dit finalement Léonie. « Je vais t'aider. Pas pour toi, mais parce que je déteste ceux qui pensent pouvoir s'en tirer après avoir manipulé le système. » Elle sortit une tablette de son sac. « Voici ce que j'ai découvert sur Shalom Capital et les transferts suspects ces 12 derniers mois. » Le visage d'Henri se durcit à mesure que Léonie exposait les détails du complot. Des millions d'euros détournés via Shalom Capital, une société écran basée aux îles Caïmans, créée spécifiquement pour siphonner les fonds de Beaumont Enterprises. Ils ont commencé par de petites sommes, puis ont augmenté progressivement, expliqua Léonie, faisant défiler des graphiques sur sa tablette. Le schéma classique du blanchiment d'argent. Comment ont-ils justifié ces transferts ? Demanda Henri. Consultants externes, investissements dans la recherche, expansion internationale, des dépenses difficiles à vérifier sans creuser profondément. Claude, qui suivait la conversation avec une concentration intense, intervint. « Et ce Villard, quel est son rôle ?» Léonie haussa un sourcil, impressionné par la perspicacité du garçon. Édouard Villard est officiellement un investisseur respectable dans l'immobilier commercial. Officieusement, il a des connexions avec certains milieux peu recommandables. Marcel et René ne sont que des pions dans son jeu. C'est pour ça que tu as été licencié, réalisa Henri. Tu avais commencé à découvrir la manipulation. Exactement. Marcel a fait en sorte que mes alertes semblent être des erreurs d'analyse. Et toi, tu l'as cru sur parole. Henri encaissa le reproche mérité. Comment procédons-nous maintenant ? Léonie se pencha en avant. Nous avons besoin de preuves irréfutables, des documents signés, des enregistrements, tout ce qui pourrait démontrer leur culpabilité. La tour Beaumont a un système de sécurité sophistiqué, objecta Henri. Que tu as conçu, rappela Léonie. Tu dois connaître ses failles. Henri réfléchit un moment. Il y a une entrée de service, utilisée uniquement par le personnel d'entretien très tôt le matin. Elle mène directement aux archives. C'est risqué, dit Léonie. S'il nous attrape. Je connais un moyen d'entrer sans être vu, interrompit Claude. Les conduits de ventilation du sous-sol. J'y ai déjà exploré. Henri et Léonie échangèrent un regard. Ce garçon est plein de surprises, murmura Léonie. Ils établirent leur plan. Claude et Henri s'infiltreraient dans la tour avant l'aube, tandis que Léonie surveillerait les allées et venues depuis une voiture garée à proximité. Une dernière chose, dit Léonie en montrant une photo sur sa tablette.
Renée a pris un vol pour Buenos Aires hier soir. Elle a probablement senti le vent tourner après ton éviction. Nous devrons nous concentrer sur Marcel et Villars. À 4 heures du matin, les rues de Lyon étaient désertes. Henri et Claude progressaient furtivement vers la tour Beaumont, communiquant avec Léonie via des oreillettes. « Garde en tête que tu n'es plus le PDG », avertit Léonie dans l'oreillette. « Si la sécurité te trouve, tu seras arrêté pour intrusion. »« Compris », murmura Henri. Claude les guida vers une grille d'aération dissimulée derrière des buissons ornementaux. Avec une agilité surprenante, il dévissa la grille et s'engouffra dans l'ouverture. Henri le suivit avec plus de difficulté, son corps d'homme de 50 ans protestant contre cette acrobatie imprévue. Ils rampèrent dans l'obscurité poussiéreuse pendant ce qui sembla une éternité, guidés par les instructions calmes de Claude, qui semblait connaître ce labyrinthe par cœur. « Comment as-tu découvert ce passage » chuchota Henri. « L'hiver dernier était particulièrement froid », répondit simplement Claude. « Je cherchais un endroit chaud. » Cette réponse frappa Henri plus durement que n'importe quelle accusation directe. Pendant qu'il dirigeait son entreprise depuis son bureau luxueux, cet enfant luttait pour sa survie dans les conduits du même bâtiment. Ils émergèrent finalement dans une salle d'archives peu fréquentée du 3e sous-sol. Henri se dirigea immédiatement vers un terminal informatique. « Le système a été modifié », constata-t-il avec frustration. « Ils ont changé les protocoles d'accès. »« Attendez », dit Claude, sortant de sa poche un badge d'employé. « J'ai trouvé ça il y a quelques semaines. Ça pourrait fonctionner ?» Henri examina le badge. Il appartenait à une certaine Sophie Martinet du service comptabilité. Ça vaut la peine d'essayer. À leur grande surprise, le badge fonctionna. Henri navigua rapidement dans le système, téléchargeant des fichiers sur une clé USB qu'il avait empruntée à Léonie. « Jackpot !» murmura-t-il en découvrant un dossier nommé « Projet Renaissance », contenant toute la correspondance entre Marcel, Renée et Villars. Soudain, une alarme retentit. « Ils savent que nous sommes là !» alerta Léonie dans l'oreillette. « Sortez immédiatement !» Henri arracha la clé USB et suivit Claude qui avait déjà repéré une sortie de secours. Ils montèrent précipitamment les escaliers, entendant les pas lourds des agents de sécurité qui convergeaient vers leur position. « Par ici !» cria Claude, poussant une porte donnant sur une ruelle adjacente. Ils coururent jusqu'à la voiture où Léonie attendait, moteur allumé. À peine eurent-ils claqué les portières qu'elle démarra en trombe. « Vous avez ce qu'il nous faut ?» demanda-t-elle, slalomant dans les rues qui commençaient à s'animer. Henri brandit la clé USB, un sourire déterminé aux lèvres. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour les faire tomber. » L'appartement de Léonie, situé dans le quartier de la Croix-Rousse, devint leur quartier général. Pendant 3 jours, ils analysèrent méthodiquement les documents récupérés, construisant minutieusement leur dossier. « C'est encore plus grave que ce que je pensais », dit Léonie en parcourant les emails. « Ils ont délibérément saboté plusieurs projets majeurs pour justifier ton éviction. » Henri, qui n'avait pratiquement pas dormi, étudiait un organigramme complexe qu'ils avaient établi sur un mur. « Tout mène à Villars. Marcel n'est qu'un exécutant ambitieux. Mais nous n'avons toujours pas de preuves directes contre Villars lui-même. » Claude, qui s'était révélé étonnamment doué pour l'analyse de données, leva les yeux de l'ordinateur. « Et si nous utilisions leurs propres pièges contre eux ?» Henri et Léonie se tournèrent vers lui, intrigués. « Monsieur Beaumont, vous pourriez solliciter une rencontre avec Marcel, prétendant vouloir négocier votre départ définitif contre une somme d'argent. Avec un micro, nous pourrions l'inciter à avouer le complot. »« Trop risqué, » objecta Léonie. « Marcel est méfiant par nature. »« Pas si nous choisissons le bon endroit et le bon moment, » insista Claude. « J'ai remarqué qu'il quitte souvent la tour tard le soir et prend un verre au jardin secret. Il s'y sent en sécurité. » Henri considéra l'idée. « Ça pourrait fonctionner. Mais nous aurions besoin d'équipements d'enregistrement professionnels. »« J'ai des contacts, » dit Léonie avec un demi-sourire. Le soir suivant, Henri pénétra dans le jardin secret, un bar élégant fréquenté par l'élite lyonnaise. Équipé d'un micro dissimulé dans sa cravate et d'une oreillette discrète, il repéra Marcel, assis seul à une table d'angle. Quelle surprise!
dit Marcel avec un sourire condescendant lorsqu'Henry s'approcha. « Je me demandais quand tu te manifesterais. »« Je suis venu discuter comme des hommes d'affaires, » répondit Henry, s'asseyant sans invitation. « Il n'y a rien à discuter. C'est terminé, Henry. Je veux juste comprendre pourquoi, Marcel. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Marcel eut un rire bref. « Parce que tu ne voyais pas l'évidence. Le marché évolue. Beaumont Enterprises stagnait sous ta direction. Nous avions besoin de flexibilité. »« Tu parles de flexibilité ou de fraude ?» demanda Henry à voix basse. Un éclair de panique traversa le regard de Marcel. « Fais attention à tes accusations. »« Shalom Capital » dit simplement Henry. « Les transferts, le blanchiment, la manipulation des chiffres. Je sais tout. » Le visage de Marcel se décomposa momentanément avant qu'il ne retrouve son masque d'assurance. « Tu ne peux rien prouver. »« Vraiment ? J'ai récupéré les fichiers du projet Renaissance. Tous les emails, toutes les transactions. »« Impossible !» siffla Marcel, perdant son calme. « Ces fichiers étaient sécurisés. »« Visiblement pas assez. Alors maintenant, explique-moi comment Villard t'a recruté. Comment avez-vous détourné l'argent exactement ?» Et à la grande surprise d'Henry, Marcel commença à parler, d'abord pour se justifier, puis de plus en plus ouvertement, évoquant le rôle de Villard, les comptes offshore, et comment ils avaient manipulé le conseil d'administration. « Tout est enregistré, Marcel », annonça calmement Henry, une fois que son ancien protégé eut terminé ses aveux, et déjà transmis aux autorités compétentes. Le visage de Marcel se vida de toutes couleurs. « Tu ne peux pas faire ça. Villard est trop puissant. Il te détruira. »« J'ai déjà tout perdu, » répondit Henry en se levant. « Que pourrait-il me prendre de plus ?» À l'aube, les premiers rayons du soleil trouvèrent Henry, Léonie et Claude sur les quais du Rhône, observant de loin l'arrivée des policiers à la tour Beaumont. « C'est fait » dit Léonie, rangeant son téléphone. « Marcel vient d'être arrêté. Villard également. Les comptes de Shalom Capital sont gelés. » Henry ressentit un étrange mélange de satisfaction et de vide. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Léonie, « le conseil d'administration va probablement te supplier de revenir. »« Je ne suis pas sûr de le vouloir, » admit Henry. « Du moins, pas comme avant. » Claude, qui jetait des cailloux dans le fleuve, se tourna vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Cette semaine m'a ouvert les yeux. J'ai construit une entreprise gigantesque, mais j'ai oublié pourquoi je l'avais créée à l'origine. Pour innover, améliorer la vie des gens, pas juste pour générer des profits. » 3 mois plus tard, Henry Beaumont réintégrait officiellement ses fonctions à la tête de Beaumont Enterprises, désormais rebaptisée Beaumont & Partners. Mais l'entreprise avait changé, tout comme son fondateur. Léonie Dubois devint directrice des opérations, apportant sa rigueur et son intégrité à chaque décision. Quant à Claude, Henry avait entrepris les démarches pour devenir son tuteur légal, l'inscrivant dans l'une des meilleures écoles de Lyon, tout en respectant son indépendance. Une nouvelle branche de l'entreprise fut créée, la Fondation Roussel, nommée en hommage à la mère de Claude, dédiée à aider les jeunes en situation précaire à développer leurs talents. Dans son nouveau bureau, moins ostentatoire que le précédent mais plus chaleureux, Henry contemplait la ville. Lyon s'éveillait sous un soleil printanier, pleine de possibilités. Un léger coup à la porte interrompit sa rêverie. Claude entra, portant fièrement l'uniforme de son école. « Prêt pour ta première réunion du conseil de la Fondation ?» demanda Henry avec un sourire. Claude hocha la tête, une confiance nouvelle dans son regard. « J'ai quelques idées à proposer. » Léonie les rejoignit, dossiers en main. « Si vous avez fini de rêvasser, messieurs, nous avons une entreprise à transformer. » Henry se leva, considérant ces 2 personnes qui avaient changé sa vie. Un garçon des rues qui lui avait rappelé l'importance de la compassion, et une femme brillante qui lui avait enseigné l'humilité et la persévérance. « Alors, allons-y, dit-il simplement. Nous avons du travail. »